Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette émission spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle 2025. Notre invité du jour est un jeune cadre du PDCI-RDA, une voix de la nouvelle génération, un témoin direct donc des défis que traverse son parti dans un climat politique de plus en plus tendu. Entre l'incarcération de militants, des décisions judiciaires qualifiées de controversées, et la militarisation donc, du pays à travers donc, un déploiement sécuritaire massif, le PDCIDA se trouve face à des obstacles majeurs. Mais au-delà donc, de cette épreuve, il y a aussi des espoirs, des perspectives et une jeunesse qui continue donc de croire en l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Avec notre invité, nous allons donc tenter de comprendre la situation actuelle du PDCI-RDA, les enjeux d'une présidentielle sous tension et les attentes des militants comme de l'ensemble donc des citoyens ivoiriens, ladies and gentlemen. L'émission Beat Back, Bring the Ivorian Dream Back Again, et le thème, cher ami, est la Côte d'Ivoire face aux défis de la présidentielle 2025, incarcération, décisions judiciaires controversées et militarisation donc, du climat politique. Notre invité, Dr Ousmane Sherif. Nous allons aller rapidement de l'endroit où il se trouve. Et Dr Ousmane Sherif, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Est-ce que vous me recevez aussi? Nous vous recevons parfaitement. Comment vous vous portez? Comment vous vous sentez, Dr Ousmane Sherif? Je vais très très bien. J'espère que ça va chez vous aussi. Ça va très bien. Alors, nous allons aller très rapidement pour ne pas certainement perdre de temps. Nous n'allons pas parler exactement des conditions dans lesquelles vous vous trouvez certainement en exil, mais la première question que je peux vous poser, comment vivez-vous donc cet éloignement forcé de votre pays et de vos proches? Vous savez, l'être humain a une grande capacité qui est la capacité d'adaptation. Quelle que soit la circonstance qu'on vit, on essaie de s'adapter au mieux et au maximum. Et par la grâce de Dieu, je suis en vie, je suis en liberté. C'est d'abord c'est des choses importantes hein, parce que il n'y a pas de héros quand on est mort, il n'y a pas de héros quand on est inactif. On a voulu bâillonner la jeunesse du PDCI à travers plusieurs actions et je sais que je faisais partie de ces personnes-là qu'on devait bâillonner aussi pour ne pas que notre voix qui continue de porter soit très efficace. Je suis très heureux aujourd'hui de là où je suis, que je n'ai aucun problème, je continue mes activités. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous vous portez très bien. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe dans votre pays? Non, déjà, vous savez, à chaque fois que vous mettez les pieds à l'extérieur du pays, il y a une chose frappante que vous constatez, c'est aussi des choses que vous voyez à l'extérieur que vous n'avez pas dans votre pays. Vous savez, il y a des pays en Afrique quand même, surtout les pays anglophones, qui sont connus pour avoir garanti une liberté d'expression énorme. Vous savez, par exemple, un pays comme le Ghana, comme aux États-Unis, et c'est ce qu'ils appellent freedom, c'est la liberté, c'est une chose fondamentale. Et jamais un pays ne peut se développer tant qu'il n'y a pas la liberté. On peut construire des routes, des ponts, et puis penser que c'est ça le développement. Le premier développement, c'est un développement humain, c'est le fait de se sentir en paix chez soi, c'est le fait de se sentir en sécurité chez soi. Mais quand vous êtes dans votre propre pays et que vous ne pouvez pas dire certaines choses, je ne crois pas que nous soyons en train de nous développer comme ça. Donc la première des choses qui nous manque, c'est vraiment notre pays, c'est notre environnement, c'est nos parents, c'est nos amis, c'est le fait de rencontrer les gens quotidiennement, journalièrement. Mais une des choses que nous avons pu récupérer, c'est aussi cette liberté d'expression, la capacité de parler de n'est pas beau, on peut dire que le président n'est pas bon et qu'on n'a pas de problème. En Côte d'Ivoire, j'ai 5 amis qui sont actuellement en prison simplement pour avoir dit mobilisez-vous. La phrase mobilisez-vous. On a mis 5 personnes en prison en Côte d'Ivoire pour ça. Hmm. Merci beaucoup, cher ami. Alors, parlons donc de la situation actuelle du PDCI-EDA. Comment décririez-vous l'état d'esprit des militants et des cas du PDCI face à la répression actuelle? Ben, c'est une répression qui, globalement, s'abat sur presque tout le monde. Hein. S'abat sur le PDCI RDA en premier. On a commencé par le PDCI parce que
tout le monde sait depuis plusieurs mois que la personne qui est le plus proche du palais présidentiel actuellement, c'est bel et bien le président Tidiane Thiam. Donc, on a commencé par essayer de bâillonner la jeunesse du PDCI, de bâillonner les cadres du PDCI. Et puis après, on est passé aussi au PPACI. On a vu un peu toutes les interpellations, les incarcérations, les enlèvements, même si on peut dire ainsi, de ces personnes qui sont actuellement en prison. Et le PDCI, malgré toutes ces intimidations-là, ces tentatives d'intimidation-là, est aujourd'hui plus que révigoré. Si vous avez entendu le vice-président Akossi Benjo à sa dernière conférence de presse, c'est vraiment avec encore des mots d'encouragement, des mots d'espoir qu'il s'exprime. Le grand frère Diaoufoué qui continue de s'exprimer avec beaucoup de mots d'encouragement, beaucoup de fougue. Le président Tidiane Thiam même, qui est le président du parti que je pense que nous tous, nous suivons l'énergie. Son dernier meeting à Paris, si vous avez écouté encore, c'est quelqu'un qui est toujours confiant, qui est toujours qui dégage de la positivité. Selon vous, donc, allez-y pour la question. Et l'incarcération de plusieurs militants et cadres du PDCI, vous l'avez dit, l'opposition, était donc une stratégie, selon vous, pour affaiblir votre parti, le PDCI-RDA, à l'approche de 2025, selon vous? Oui, bien sûr. C'était une stratégie pour intimider, parce qu'on sait que dans tout pays développé, dans tout pays, toutes les grandes réformes, tous les grands changements commencent par la jeunesse. Si vous avez remarqué, au PDCI, on a commencé par des prétextes fallacieux pour mettre des jeunes en prison. Innocent Yao avait une plainte d'un cadre du PDCI qui a retiré sa plainte. Innocent Yao a été appelé pour juste, on a dit, juste aller voir que tout a été retiré, qu'il n'aurait pas de problème. Dès qu'il est arrivé, on a arrêté Innocent Yao pour des faits qui remontaient à 2020. C'est quelqu'un qui n'était pas caché, il n'était pas dissimulé, mais on l'a arrêté pour des faits qui remontaient à 2020. En réalité, il y avait une volonté d'intimider la jeunesse ivoirienne, la jeunesse du PDCI-RDA en particulier, parce qu'on savait que c'est le candidat le plus sérieux, c'est le candidat du PDCI, donc il ne fallait pas que la revendication vienne du PDCI. Encore plus avec les autres jeunes. Si vous avez remarqué l'arrestation des 5 jeunes de la JPDCI universitaire et scolaire, mais le jeune Diabia, qui en quoi est-ce qu'il représentait un danger pour l'État de Côte d'Ivoire? En quoi est-ce qu'il représentait un danger? On l'a arrêté comme si on arrêtait un grand voleur. Vous avez vu, on a même adapté son habit, ils sont venus l'encercler, comme si on avait affaire à un vendeur de drogue, comme si on avait affaire à un criminel de grand chemin. Pourtant, c'est un homme politique qui a simplement eu le malheur de dire « mobilisez-vous ». Pourquoi il a prononcé la phrase « mobilisez-vous » Voilà le délit qu'on l'a collé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est ni jugé, ils sont en prison. On n'a même pas encore, j'allais dire, des preuves même quelque chose. Ils sont en prison actuellement sans aucun jugement. Voilà ce qu'on appelle le manque de l'État de droit dans un pays. Alors, une autre question. Donc, l'absence prolongée du président Tidiane Thiam sur le terrain a-t-elle un impact concret sur l'organisation du parti? Déjà, c'est important de préciser aux uns et aux autres que le président Tidiane Thiam, il n'est pas dans une croisière, il n'est pas dans une balade à l'extérieur du pays. Il y a 2 principales raisons qui ont fait en sorte que le président Tidiane Thiam est sorti du pays et il est actuellement à l'étranger. La principale raison, c'est qu'il y avait une volonté de monter une riposte internationale au niveau de l'opinion pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se passer est une mascarade électorale. Donc le président Thiam est sorti d'abord pour cette mission internationale-là auprès de lobbying étrangers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On l'a vu en Belgique rencontrer l'Union européenne, on l'a vu aux États-Unis rencontrer un certain nombre de personnalités, parce que ça, c'était la mission première. Mais au-delà de ça, il y a aussi des menaces qui ont été faites contre notre président. Et il ne faudrait pas l'oublier quand on fait l'analyse de son départ hors du pays. Il l'a publiquement dit lors de l'interview avec France 24, il a dit qu'il a été menacé et qu'on lui a dit, il y avait 2 types de menaces. Il y avait la menace d'arrestation, mais il y a même eu des menaces de mort. Il y avait des gens qui voulaient attenter à sa vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec le pouvoir actuel, ce n'est pas des menaces de mort avec des pistolets. Il y a plusieurs décès aujourd'hui incompréhensibles qui font peut-être suspecter que ce sont des manipulations politiques qui ont entraîné ces décès-là. Donc le président Thiam est sorti du pays à la fois pour un lobbying à l'international, mais aussi par crainte pour sa sécurité. Et donc son retour au pays va se faire avec les 2 éléments. Déjà avec une victoire internationale qu'on s'apprête à avoir, il faudrait qu'on reste confiant jusqu'à aujourd'hui, mais en même temps aussi une sécurité nationale qu'on aura réussi à garantir. Alors, parlons du deuxième segment, donc la justice et puis l'exclusion
électorale. De nombreux cadres jugés donc sérieux sont exclus de la cause. Que révèle selon vous cette stratégie? Vous savez, tout à l'heure, j'écoutais une vidéo de Barack Obama qui disait que les personnes âgées, les personnes qui sont vieilles, elles ont le défaut de vouloir s'éterniser au pouvoir. Il disait même que 80% des problèmes du monde entier sont dus à des personnes qui sont âgées, qui ont peur de passer dans l'oubli et de passer dans l'insignifiance. À la réalité des choses, en Côte d'Ivoire, nous avons ce problème-là. Le président Alassane Ouattara sait très bien aujourd'hui que s'il y a une élection ouverte, quel que soit le candidat sérieux qui est en face, ce candidat-là aura une énorme chance de remporter l'élection présidentielle. Je me rappelle même que je disais à des gens qui sont dans l'équipe de M. Assalé Tiemoko, j'échangeais avec eux, je leur disais, venez avec nous, on va revendiquer des meilleures institutions judiciaires et un meilleur processus électoral. Ils n'étaient pas au début dans cette revendication-là. Ils sont allés, on leur a fait un défaut de parrainage, on les a retirés de la liste. Simplement parce que M. Assalé Tiemoko pourra représenter, on ne sait jamais, pour une partie des Ivoiriens, une sorte de plan B quand M. Thiam ou bien M. Gbagbo ne sont pas sur la liste électorale. Et toutes les personnes qui étaient susceptibles de pouvoir inquiéter un minimum le pouvoir RHDP ont été enlevées. Les 5 candidats qui sont retenus, ce sont 5 candidats bien choisis sur le tatami. C'est des personnes qui sont... Il est impossible... 4 candidats et non 5. Oui, les 4 candidats plus M. Alassane Ouattara, ce qui fait 5 candidats. Donc, ça a été choisi. C'est une élection qui a été vraiment choisie de façon minutieuse. Madame Simone Gbagbo, aujourd'hui, en raison de sa dissension avec le PPACI, ne sera pas votée par une partie des gens du PPACI, ce qui en fait un électorat qui n'est pas très mobilisateur. Idem pour M. Awadon Melo. Monsieur Jean-Luc Billon, c'est pratiquement pareil. Le fait qu'il vient du PDCI, il est en dissension, personne au PDCI ne votera M. Jean-Luc Billon. Donc, ce sont les candidats dont on sait très bien qu'ils n'ont aucune capacité de mobilisation nationale et on a voulu faire une mascarade électorale. Si M. Tidiane Thiam était retenu, et je sais que le président Alassane Ouattara, à chaque fois qu'il y a une élection, il fait un sondage. Ça a été dit par M. Mamadou Touré. J'ai encore regardé la vidéo il y a quelques jours. M. Mamadou Touré a dit en 2020 qu'à chaque fois qu'il y a une élection, ils font un sondage pour voir un peu quelles sont les tendances. Il disait même en 2020 qu'ils ont fait un sondage et que M. Amadou Gon Coulibaly allait battre Henri Konan Bédié selon le sondage qu'ils ont fait avant l'élection. Donc, c'est des gens qui font des sondages et qui connaissent très bien les tendances avant même les élections. Ils savaient très bien que M. Tidiane Thiam, s'il compétissait, il aurait remporté cette élection présidentielle. Voilà pourquoi le monsieur a été écarté. Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais je vais vous permettre de développer. Hein. Peut-on encore parler d'état de droit quand la justice semble instrumentalisée? Je ne sais pas si on va utiliser le terme état de gauche pour pouvoir bien décrire ce que moi je pense, mais je pense que la Côte d'Ivoire actuelle est très loin ou est tout sauf ce qu'on peut appeler état de droit. Vous voyez, vous avez vu les dernières sorties du procureur. Moi-même qui suis en face de vous, j'ai porté une plainte contre M. Seredo, un ministre en fonction qui a tenu des propos hyper graves. Vous savez que le tribalisme, la xénophobie et les propos identitaires sont condamnés par le code pénal ivoirien. M. Seredo a tenu des propos extrêmement graves, des propos qui ont entraîné des Ivoiriens dans une guerre quasiment civile en 2010, en 2011 plus particulièrement. Mais comment on peut accepter qu'on porte plainte contre un monsieur et vous dites que la loi ne permet pas de poursuivre un ministre? La loi ivoirienne ne permet pas de poursuivre un ministre. Et quand on lui demande le texte, il cite un texte qui dit que le ministre ne peut pas être poursuivi pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. C'est bien écrit noir sur blanc, commis dans l'exercice de ses fonctions. Le monsieur a commis un acte qui n'a rien à voir avec l'exercice de ses fonctions. Monsieur Seredo est ministre des Affaires maritimes. Il est ministre délégué aux Affaires maritimes. L'acte qu'il a commis n'a rien à voir avec les affaires maritimes. Donc, comment on peut dire qu'on ne peut pas le poursuivre parce que c'est dans l'exercice de ses fonctions? Ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. C'est en tant qu'un citoyen lambda, ordinaire, qu'il a commis un délit, il doit être poursuivi normalement. Et malheureusement, tout ça, ça participe à ce qu'on appelle la perte de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous êtes ministre, vous avez une immunité. Imaginez-vous même pour le président de la République. Si le ministre a une telle immunité, imaginez-vous pour le président lui-même de la République. Quand dans des États, on peut considérer que le ministre a plus de protection qu'un ancien président, on peut juger un ancien président dans une cour ordinaire, mais un ministre,
on ne peut pas le juger dans une cour ordinaire. Tout ceci montre que nous sommes dans un népotisme, nous sommes dans un État où il y a des camaraderies entre le judiciaire et l'exécutif, ce qui fait que nous qui sommes dans l'opposition, nous ne pouvons que souffrir dans un État pareil. Je rappelle que beaucoup de décès, aujourd'hui le jeune Soro Kognon qui a été assassiné, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu des traces de son procès, on n'a pas eu des traces des personnes qui ont assassiné ce monsieur-là. Parce que pour ses opinions politiques, c'est quelqu'un qui était militant de Soro Guillaume, qui est mort jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très grave dans un État comme celui de la Côte d'Ivoire. Je profite pour vous poser cette question. À quoi ressemblait votre vie de tous les jours à Abidjan au moment où vous critiquiez pratiquement le régime? Ben déjà, vous savez, moi j'ai des pages, j'ai des comptes Facebook, TikTok sur lesquels je fais le relais de mes interventions télé. J'ai fait beaucoup d'interventions télé pendant cette période-là et j'avais la caractéristique que j'ai reçu énormément de messages menaçants lorsque je faisais mes interventions télé à Abidjan. Même pour sortir parfois de NCI, rentrer à la maison, c'est avec la peur qu'on sortait de NCI, rentrer à la maison. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis d'ethnie malinké, je suis d'ethnie, je peux dire un peu du nord de la Côte d'Ivoire, mais plutôt du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis maoka d'un village qui s'appelle Ganwe, dans la région du Bafing. Il faut comprendre que c'est une région où il y a certaines idées que nous avons été victimes, nous les nordistes, nous avions été victimes d'une certaine, j'allais dire, exclusion par le passé et que nous devions, à cause de cette exclusion, suivre Alassane Ouattara, quelle que soit la raison. Qu'il soit dans le vrai ou qu'il ne soit pas dans le vrai, on doit le suivre, quelle que soit la raison. Mais moi, je n'ai jamais suivi M. Alassane Ouattara. Depuis ma naissance à aujourd'hui, je n'ai jamais aimé M. Alassane Ouattara, je ne l'ai jamais suivi, je ne l'ai jamais approuvé. Donc aujourd'hui, ça étonne certaines personnes que nous allons sur les plateaux télé avec le nom que nous portons, Chérif, avec le prénom que nous portons, Osman, de défendre quelqu'un comme Tidiane Thiam, Ouattara. Et je le répète, c'est si j'étais par exemple c'est vrai, quelqu'un qui a de vivacité. Peut-être que j'aurais des problèmes, mais j'aurais moins de problèmes que le fait que je porte une ethnie je peux dire, du nord musulman de la Côte d'Ivoire. On a l'impression que c'est une trahison. Le fait que nous, on ne soutient pas un monsieur qui lui-même a trahi le pays. Qui lui-même a trahi le pays. Parce que quelqu'un qui peut promettre à tout un pays que la constitution que je vais faire voter ne va pas me permettre de faire un troisième mandat. Et malgré ça qu'il le fait, ça s'appelle pas, il n'y a pas un autre nom qui ça, c'est une trahison nationale. Normalement, le président Alassane Ouattara doit être poursuivi pour trahison nationale. Il doit être poursuivi pour trahison nationale. Le fait d'avoir dit, sur une interview de France 24, la journaliste lui demande quelles sont les implications de la nouvelle constitution de 2016. On était en 2015, l'interview a été réalisée en 2015. On lui a posé la question, quelles sont les implications de la nouvelle constitution? Il a donné plusieurs implications. À la fin de son interview, il dit, je dis que ce n'est pas pour briller un troisième mandat. Ne va pas me permettre de faire un troisième mandat. Lui, Alassane Ouattara, l'a dit à tout le peuple. Le fait d'aller faire un troisième mandat, ça peut être qualifié de trahison de la nation. Et dans les pays développés, on poursuit des présidents pour la trahison de la nation. Avec ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport à et vous êtes un peu stigmatisé. Je vais répondre au ministre Mamadou Touré qui pense que votre parti, le PDCI-EDA, est un parti baoulé, et Mme Anne Ouloto qui semble aussi stigmatiser les baoulés. Que répondez-vous à ces personnes? Je leur réponds d'abord que je n'ai jamais vu le PDCI faire un meeting complet en langue baoulée alors que je l'ai vu au RDR. J'ai vu au RDR dans une mosquée. Les vidéos circulent dans une mosquée. On parle de politique RDR dans une mosquée. Si on doit parler de parti tribaliste en Côte d'Ivoire, le premier parti tribaliste RDR, il n'y a aucun débat même dessus. C'est le parti qui a parlé qui a agité le plus la fibre ethnique et la fibre religieuse en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un parti autant que RDR a agité la fibre ethnique et la fibre religieuse dans notre pays. Donc, c'est l'hôpital qui se fout de la la connexion est un peu mauvaise. Comme on le dit. Le fait que c'est le RDR aujourd'hui qui vienne accuser les baoulés, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité avec utiliser la haine tribale, la haine ethnique, la haine religieuse même. Rappelez-vous, un à son âme qui s'appelait
Koudous, qui a fait une vidéo, un imam, c'était l'imam de la grande mosquée de Port-Boué 2. Il a fait une vidéo pour dire officiellement que M. Alassane Ouattara, la vidéo pouvait trouver, elle est toujours sur Internet jusqu'à aujourd'hui. Qui a poussé des imams à faire des déclarations de soutien dans le domaine politique. On commence à avoir quelques difficultés, on vous attend difficilement, mais on vous allons tenter encore pour voir ce que ça donne. Hein, voilà. Alors, la question que je vais vous poser par rapport un peu à ça, quelle alternative reste aux forces politiques si la compétition électorale, disons, est faussée d'avance avec tout ce que nous sommes en train de voir? Est-ce que vous... Déjà, il faut savoir que le PDCI-RDA, c'est un parti démocratique, donc tout ce que nous faisons comme revendications sont des revendications démocratiques. La démocratie, d'abord, la Constitution 11 garantit le droit de manifester à tout citoyen. C'est un droit constitutionnel inaliénable qu'on ne peut pas arracher à tout citoyen. Donc, le PDCI-RDA, autant que le PPACI, continueront de revendiquer quand ils ne sont pas d'accord pour des décisions. Bien entendu, il y aura une marche ce samedi 4 là. Nous espérons que l'État de Côte d'Ivoire va comprendre l'importance de faire cette marche et on va permettre aux citoyens de s'exprimer et de ne pas interdire la marche parce que toute interdiction va encore faire monter la tension. Quand on interdit des marches, au lieu de faire descendre la tension, ça fait monter la tension. Et donc, on espère qu'on va pouvoir s'exprimer démocratiquement pour continuer à dire que nous ne sommes pas d'accord. Les recours qui ont été faits aussi à l'international, nous espérons que les organisations internationales vont appeler M. Alassane Ouattara pour essayer de lui faire comprendre raison, parce que cette élection, nous sommes en train de nous diriger tout droit dans le mur. Tout droit dans le mur. Alors, puisque vous parlez donc de la manifestation du 4 octobre, donc parlons de la manifestation surtout puis de la militarisation donc, de la Côte d'Ivoire. Selon vous, que symbolise la marche du 4 octobre dans ce contexte politique tendu? Alors, la marche, elle s'inscrit dans un processus, hein, ce n'est pas une marche qui est isolée, elle s'inscrit dans un processus de revendication continue de l'opposition, à la fois contre le troisième mandat, mais aussi pour l'exclusion des principaux candidats sérieux à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que cette élection-là se déroule de cette façon, parce que de la même façon qu'en 1995, quand il y a eu des exclusions, et qu'une partie du peuple s'est sentie exclue, que ce soit à tort ou à raison. Parce que nous, au PDCI, nous avons dit qu'en 1995, il n'y a pas eu d'exclusion. Mais le RDR considère qu'il y a eu exclusion en 1995. Que ce soit à tort ou à raison, on sait que ça a abouti à un coup d'État en 1999. De la même façon, à l'élection de 2000, quand on a considéré qu'il y a eu des élections, le PDCI même, avec tous ses candidats, avait été exclu en son temps. On a pensé à tort ou à raison qu'il y a eu des exclusions. 2 ans plus tard, en 2002, il y a eu une guerre qui a fait 10 ans et des centaines de morts, des centaines même pratiquement de milliers de morts. Alors, comment peut-on comprendre que ceux qui pensent qu'ils ont été exclus par le passé, c'est ceux-là aujourd'hui qui n'ont aucune pitié, qui n'ont aucune considération, qui n'ont même aucun cœur pour pouvoir penser à organiser une élection qui soit inclusive. Avant-hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que Dieu touche leur cœur. Que Dieu touche leur cœur. Je lui ai dit, je ne fais même plus cette prière-là parce que Dieu touche leur cœur, ça signifie qu'ils ont des cœurs. Pour moi, ils n'ont même plus de cœur. Donc Dieu va toucher quoi encore chez eux? Dieu même va toucher quoi chez eux? Hein, tout ce qu'on a voulu, j'allais dire de façon pacifique, on a voulu d'un dialogue politique, ils ont refusé. On a fait des marches, ils ne nous ont pas écoutés. On est allé à l'ONU, on est allé partout, ils ne nous ont pas écoutés. Ils sont entêtés à faire une élection, une élection pipée. Donc, on ne peut même plus prier Dieu pour dire Dieu, il faut toucher leur cœur, parce qu'on ne sait même plus s'ils ont des cœurs encore à l'intérieur de leur poitrine. La réelle raison, c'est qu'aujourd'hui, il est important que cette marche-là se tienne, parce que c'est une marche aussi pour pouvoir dire à tout le monde, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international, qu'il y a des millions d'Ivoiriens, je dis bien des millions d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec cette situation-là. Voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'on soit encore 500 000 ou bien 600 000. Il faudrait que cette fois-ci, nous soyons au moins 1 million dans les rues. Il faudrait que les Ivoiriens sortent pour que ça permette au moins à tout le monde, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, de comprendre qu'il y a des millions de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce régime dictatorial. Certaines personnes disent que cette marche, ça sera donc la marche de la dernière chance. Au vu donc du déploiement, le lendemain de la marche, de près donc de 44 000 forces de l'ordre, est-ce un signe de sécurité ou, selon vous, une intimidation donc du peuple? Vous savez, d'abord sur le mot dernière chance, j'ai entendu un de mes grands frères journalistes qui l'a utilisé
à la fois sur son post Facebook et qu'il a repris dans une émission télé, de dire c'est la marche de la dernière chance. En politique, s'il y a une chose qu'on apprend en sciences politiques, c'est qu'il n'y a pas de dernière chance. Il n'y a jamais de dernier. La politique est tellement vacillante, elle est tellement changeante qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir quelque chose qui peut remettre toutes les cartes à zéro et des choses qui vont changer. Donc, il n'y a jamais de dernière chance en politique. Tant que vous êtes vivant, tant que vous avez les capacités de vous battre, vous devez continuer à vous battre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les gens ont l'impression que c'est une volonté insurrectionnelle. Les gens veulent faire des insurrections. Le PDCI n'a jamais été pour une insurrection. Le président Thiam même, il le dit à chaque fois. Ceux qui pensent qu'ils vont s'en sortir par la violence se trompent. Ceux qui pensent qu'ils vont s'en sortir par la violence. Même lorsque nous, les jeunes, nous avons, j'allais dire, avec la fougue de la jeunesse, nous avons dit des choses qui ont peut-être fait penser à une volonté violente de revendiquer. Le président du parti, les aînés du parti sont même ressortis encore pour rappeler que jamais le PDCI ne s'est accommodé à la violence et jamais il ne le fera. C'est important de le préciser parce qu'on essaie de coller un peu à tous les partis politiques cette volonté insurrectionnelle-là. Et ça va justifier des arrestations abusives, ça va justifier même peut-être même des pertes en vies humaines. Hein? Peut-être même que des gens vont perdre la vie simplement parce qu'ils ont envie qu'on ait cette visibilité insurrectionnelle-là. Le PDCI n'a jamais été partisan de l'insurrection et ne le sera jamais. C'est vrai qu'il y a des jeunes comme nous qui faisons des propositions avec fougue. Les gens ont l'impression que la fougue que nous dégageons, c'est une fougue insurrectionnelle. Aujourd'hui, s'il y a une insurrection, il faut bien se poser la question. Qui va prendre le pouvoir s'il y a une insurrection? Ça ne profitera pas au PDCI RDA. Rappelez-vous au Burkina Faso, quand il y a eu la population qui est sortie et que Blaise Compaoré a fui, les gens avaient l'impression que c'était une ère de démocratie qui allait s'ouvrir. Mais ce n'est pas vrai. Quand ça s'est passé, finalement, c'est le colonel, je ne sais pas, le colonel Zia qui a pris le pouvoir. C'était la continuité un peu de M. Blaise Compaoré pendant un long moment. Donc, il faut bien comprendre que l'insurrection ne profite pas forcément à un parti politique d'opposition. Aujourd'hui, le président Thiam l'a dit et l'a répété. La meilleure façon de dégager M. Alassane Ouattara du pouvoir, c'est de faire une élection crédible et transparente. Si on fait une élection crédible et transparente, nous la gagnerons et M. Alassane Ouattara ne pourra pas la contester et nous allons forcément exercer le pouvoir de façon tranquille. Une insurrection, ça ne profite pas forcément à la démocratie, encore moins au PDCI RDA. Ce climat actuel ne risque-t-il pas donc de décourager la participation citoyenne s'il y a un scrutin? Non, mais justement, c'est le rôle des partis politiques. Nous, notre rôle en tant que communicants des partis politiques, c'est de garder la mobilisation de nos militants. C'est très important. Parce que vous savez, ce que vous dites, c'est tellement juste qu'au fur et à mesure qu'on a l'impression que nous sommes dans une optique de boycott, nos militants sont en train de se décourager. Certains même qui déjà se tournent vers les législatives. On voit même des gens déjà commencer à dire, bon, le PDCI est dans une initiative de boycott, etc. Le PDCI n'est pas dans une initiative de boycott. Il faut bien le comprendre. Le PDCI est dans une initiative de revendication d'une élection inclusive, libre et transparente. C'est une revendication dont nous ne cesserons jamais de porter. Et ce n'est pas un boycott. Un boycott, c'est de dire l'élection va se dérouler et que nous ne ferons pas partie. Nous nous disons que l'élection doit se dérouler, mais il faudrait que ça soit inclusif et que ça soit participatif. Aujourd'hui, on a une commission électorale indépendante qui est contrôlée à 92% par le RHDP. Aujourd'hui, le nombre de commissions électorales locales de 630 est contrôlé à plus de 90% par le RHDP. Si vous connaissez l'importance d'une commission électorale locale contrôlée par le RHDP, il y a des tricheries même qui commencent au niveau local d'abord avant d'être centralisées au niveau de la commission centrale. Il y a des partis politiques même qui reconnaissent, je prends le cas de M. Mamadou Sanogo, le ministre Mamadou Sanogo, qui a été candidat aux élections de la mairie. Quand son candidat a perdu, lui-même, il a fait un discours pour dire que la CEI organise des tricheries. Lui-même qui est au RHDP, il a fait un discours pour dire que la CEI organise des tricheries. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça à la légère. Ce n'est pas que nous, les partis d'opposition, qui nous plaignons de la CEI. Tout le monde se plaint de la CEI. Aujourd'hui, la CEI, c'est une nébuleuse qui organise des victoires au compte du RHDP. On ne peut pas aller aux élections avec cette CEI-là. Madame Simone Gbagbo l'a dit avant, le président Thiam l'a dit, tous les partis politiques sérieux qui ont fait une étude sur la CEI, qui ont fait une étude sur la liste électorale, vous le diront. Aujourd'hui, la liste électorale, elle est pipée et elle est difficile au niveau national. Je dis bien au niveau national pour pouvoir remporter une élection. C'est vrai que quand on fait des élections législatives municipales, vous pouvez vous débrouiller malgré la tricherie, comme le pourcentage n'est pas très élevé, vous pouvez vous débrouiller pour gagner. Mais au niveau national, en fait, la sommation de toutes les tricheries qui sont organisées au niveau national, il est quasiment impossible
pour un candidat qui n'est pas du RHDP de gagner une élection en Côte d'Ivoire avec cette CEI-là. Selon vous, comment donc le PDCI et l'opposition doivent-ils gérer cette militarisation à partir donc de la semaine prochaine? Non, mais déjà, il faut bien comprendre que les militaires qui sont dehors, le nombre de policiers et de militaires qui sont dans les rues ne sont pas forcément tous anti-républicains. Parce que nous qui avons la chance de discuter avec beaucoup de policiers, il n'y a que quelques jours encore, je parlais au téléphone longuement avec un responsable de la police, les gens ne sont pas forcément d'accord avec la façon de gérer. C'est pour ça que les gens sont obligés d'utiliser ce qu'on a appelé aujourd'hui globalement en Côte d'Ivoire les encagoulés là. Parce c'est pas tout le monde, c'est pas des gens qui ont été formés dans une école de police, dans une école de gendarmerie, il y a des méthodes auxquelles ils ne s'accommodent pas. Même si on leur demande d'utiliser ces méthodes-là, ils ne s'y accommodent pas parce qu'ils ont été formés correctement. Le problème, c'est qu'il y a une certaine personne, il y a un certain groupe de gens qui sont fidèles aujourd'hui à M. Alassane Ouattara, qui sont prêts, quelle que soit la raison, quelle que soit la façon, ils sont prêts à faire ce qu'on leur demande. Et ce sont ces gens-là dont il faut avoir peur. Les policiers qui sont dans les rues ne sont pas nos ennemis. Ce sont même nos parents. On a aussi nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos tantes qui sont aussi policiers, qui sont dans les rues. Donc, il ne faudrait pas systématiquement avoir peur de ces policiers-là. Ils sont dans les rues, mais quand il y aura une revendication légitime, je suis quasiment sûr que les policiers ne feront pas de bavure parce que la majorité des policiers sont républicains. Il n'y a que quelques-uns que nous avons surnommés par le vocable encagoulé. Ce sont quelques-uns de la police qui sont tellement fidèles à M. Alassane Ouattara qu'ils posent des actions qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'ils ont appris dans leur formation de police ou de gendarmerie. Ils peuvent être aussi des mercenaires, pourquoi pas, puisqu'ils sont encagoulés. Ah oui, justement. Et c'est même pour ça que je regardais la vidéo de l'arrestation de notre frère, Djabia Kwaku. Ils sont venus en civil avec, j'allais dire, ils sont venus avec des vêtements qui ne font pas du tout penser à de la police. Moi, j'ai vu des jeans qui sont pratiquement un peu déchirés. Ça peut même faire penser à des gangsters. Comment vous faites aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup. On parlait du dernier segment, cher ami. Hein. Ça va nous amener à parler donc d'espoir et puis des perspectives. Malgré, si vous voulez, la pression, hein, qu'est-ce qui donne encore espoir aux militants du PDCI en général et le militant que vous êtes? Non, mais déjà, il faut savoir que le PDCI RDA, nous sommes porteurs d'un projet. Vous savez, dans la vie, quand vous suivez un homme, il est facile de vous décourager. Quand vous suivez un projet, il est plus difficile de vous décourager. Ce que nous suivons aujourd'hui avec le président Thiam, c'est d'abord et avant tout un projet. C'est le projet d'une Côte d'Ivoire, ce qu'on a appelé de façon triviale, une autre Côte d'Ivoire est possible. La Côte d'Ivoire actuelle, où les ministres sont des super rois, qui sont capables de faire ce qu'ils veulent, où il y a des détournements de 1,4 milliard chaque année. La Côte d'Ivoire où les ministres n'arrivent même pas à s'exprimer en français. On voit des ministres qui disent qu'ils ont fait les États-Unis pendant 10 ans, qui n'arrivent même pas à faire 5 phrases correctes en français. Des ministres de l'Éducation nationale qui vont sur des plateaux de télévision ou qui font des meetings, qui n'arrivent même pas à prononcer des mots correctement. On entend magistria. Tellement qu'on est dans la médiocratie en Côte d'Ivoire, tellement qu'on est dans la kleptocratie en Côte d'Ivoire. Oh, il nous faut une autre Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire différente de la Côte d'Ivoire avec laquelle nous sommes. Et cette Côte d'Ivoire-là, qui est portée par la méritocratie au lieu de la médiocratie, c'est une Côte d'Ivoire qui est portée par le président Tidiane Thiam. Donc nous ne suivons pas le président Thiam parce que c'est l'individu que nous suivons, mais nous suivons le président Thiam parce qu'il est porteur d'un projet qui de toute façon est utile et sera utile à la Côte d'Ivoire. Donc on peut tenter toutes sortes d'intimidations. On peut même essayer de nous acheter. J'entends certains de nos amis et de nos frères qui nous disent qu'ils ont des amis RHDP qui leur disent on peut vous acheter, on peut vous donner de l'argent pour rejoindre le parti politique. Jamais nous ne trahirons le PDCI RDA parce que nous sommes porteurs d'un projet. On ne suit pas l'individu Thiam. Nous sommes suiveurs du projet qu'il porte. Et on ne peut pas avoir un gain de cause quand on peut pas avoir, j'allais dire, on peut pas avoir gain de cause quand on est, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que quand des lionceaux vont à la chasse, s'ils ne mettent pas le plus grand lion devant eux, ils vont rentrer bredouille. Quand des lionceaux vont à la chasse et que le lion expérimenté le plus fort n'est pas devant eux, ils vont rentrer bredouille. Quelle que soit la qualité des lionceaux, mais si le lion le plus fort n'est pas devant, ils vont rentrer bredouille. Pourquoi nous avons mis le président Tidiane Thiam devant nous et nous disons que nous n'avons pas de plan B? Ce n'est pas par idolâtrie de sa personne, c'est parce que c'est le lion le plus fort et le plus intelligent, c'est le lion le plus efficace qui a montré les qualités les plus fortes et nous sommes sûrs que c'est avec lui que le projet peut se réaliser.
Donc, c'est important de rappeler à tous les militants, ne nous décourageons pas. N'ayons pas de ressentiment, même de haine. Aujourd'hui, moi, je vous dis, je n'ai pas de haine contre le RHDP. J'ai de la pitié pour eux. C'est un parti politique qui fait pitié. Parce que vous savez, quand vous perdez le pouvoir, toute l'arrogance que vous avez eue avant, toutes les injures que vous avez portées avant, c'est des choses qui vont vous laisser. On a vu des gens qui ont été plus arrogants. Ben Ali a fait combien d'années à la tête de son... Il a été arrogant, il a été méchant, mais c'est terminé un jour. Et le pouvoir RHDP doit comprendre. Il faut finir par du poids. Donc, alors, puisque vous parlez de Lionceau, depuis l'avènement de M. Thiam à la tête du PDCI-RDA, il y a beaucoup de Lionceaux qui adhèrent au parti. Alors, la question que je vous pose, quel rôle donc ces Lionceaux peuvent-ils jouer dans le combat politique actuel? Déjà, pour faire une analyse correcte, il faudrait comprendre que depuis 2018, le PDCI-RDA a libéré des places. Depuis la saignée avec la création du RHDP, le président Henri Konan Bédié avait dit que nous sommes à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'était une étape où chacun a fait des choix en fonction de ses convictions et de sa personnalité. Il y a des gens qui sont attirés par l'argent, qui sont partis au RHDP. Il y a des gens qui n'avaient aucune conviction, qui ont libéré des places au RHDP. Il y a même eu au sein du PDCI une sorte de, j'allais dire, de petite guéguerre interne entre les pro-RHDP et ceux qui voulaient encore rester au PDCI-RDA. Et tout ceci a fait en sorte que ça a purgé le parti déjà à partir de 2018. Jusqu'en 2020, il y a eu encore une purge. Et avec l'arrivée du président Tidjane Thiam, toute cette situation actuelle a cela de bénéfique que ça nous permet aussi de filtrer ceux qui sont convaincus de ceux qui aiment de l'argent. Ceux qui sont convaincus de ceux qui veulent des postes, qui veulent des nominations. Et aujourd'hui, je pense que ces lionceaux-là, ceux que j'ai appelés des lionceaux, ce sont des gens qui sont à la fois des anciens, qui sont expérimentés, qui ont voulu garder la force du parti, de garder cette arme que nous avons héritée du président Henri Konan Bédié et aussi hérité du président Félix Houphouët-Boigny et dont nous allons continuer à nous battre toujours pour cela. Et donc, ces lionceaux-là, c'est un mélange de lionceaux entre des lionceaux anciens et des lionceaux nouveaux que nous sommes aujourd'hui. Moi, je peux dire que j'ai ma carte d'adhésion du PDCI-RDA, c'est entre 2021 et 2022. Donc, je suis encore à ma 4e année d'adhésion au PDCI-RDA. Mais je me considère déjà comme un lionceau parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme nous qui sont férus d'idéologie, de conviction, qui sont férus de volonté, qui ont beaucoup d'énergie et qui veulent continuer avec ce parti politique-là. Le président Tidjane Thiam veut compter aussi sur ce genre de jeunes-là, des jeunes qui sont engagés et qui sont surtout loyaux. Parce qu'il ne sert à rien d'être intelligent, il ne sert à rien d'être engagé si à la première tempête, vous prenez votre sac et vous partez dans un autre parti politique. La politique, c'est d'abord la loyauté. Il y a des gens qui ont été martyrisés, qui ont été frappés, qui ont été blessés pour des présidents de partis politiques, mais qui sont restés avec eux jusqu'à aujourd'hui. Et il faudrait qu'au PDCI-RDA, nous ayons de plus en plus d'exemples comme ça. Quand vous avez le doyen Bombé, quand vous avez le doyen, tous nos doyens, nos anciens, le doyen Brindoumi, des gens qui se sont battus avec, qui ont vendu même parfois, qui ont sacrifié même parfois leur bien-être à cause du parti. Ils sont aujourd'hui là, ils sont avec nous. Et c'est très important de les valoriser et de savoir que le PDCI actuel, c'est une mixture entre les anciens et les nouveaux, et c'est une mixture qui marche. Justement, avec tout ce que vous venez de dire, que doit faire donc le PDCI pour préserver son unité et rester donc une force crédible en 2025 et au-delà? Ce que nous devons faire, c'est ce que nous avons commencé déjà à faire depuis l'arrivée du président Tidjane Thiam, c'est la formation et le fait de créer une proximité avec les militants. Vous savez, quand un parti politique manque d'informations, c'est la débandade complète. L'information, c'est le pouvoir, comme on le dit. L'information, c'est le pouvoir. Quand vous avez un parti politique qui n'est pas proche de ses militants, qui ne distille pas les informations à ses militants, facilement, les gens peuvent être découragés, les gens peuvent même penser à aller dans un autre parti politique. C'est pourquoi le président Tidjane Thiam a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les hauts représentants de district, les HRD, pour faire en sorte qu'il y ait une proximité entre la tête qui est la présidence du parti et les militants. Et il fait en sorte aussi que la formation continue. Vous voyez aujourd'hui le grand conférencier, M. Niamien Yao, le ministre Niamien Yao, qui organise des conférences. Je crois que le 10, il y aura une grande conférence pour parler du bilan du RHDP. Il faut comme ça qu'on continue
à parler à nos militants, à communiquer avec des gens, à transmettre le projet. Parce que comme je le dis, le président Thiam, ce n'est pas l'individu qu'il faut regarder, c'est le projet dont il est porteur. Et tant que nous continuons à communiquer avec nos militants, à transmettre le projet, le PDCI va rester uni. Vous voyez, malgré tous les procès qu'on a eus, malgré toutes ces velléités d'achat des militants, malgré ces départs qu'on a eus, malgré tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, le président Thiam est élu à 99,7%. C'est-à-dire que le PDCI est uni. C'est très important de le rappeler que malgré tous les soubresauts que nous avons eus, nous sommes restés unis jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer parce que nous sommes porteurs d'un projet et que c'est le projet qui nous réunit. Merci beaucoup, cher ami et cher frère. Avant de vous laisser partir, quel message souhaitez-vous donc adresser aux Ivoiriens à quelques jours donc de la marche du 4 octobre 2025? Alors, je souhaiterais terminer cette interview déjà par vous remercier, hein, M. Jacques Roger, pour tout ce que vous faites pour le PDCI RDA, pour le président Tidiane Thiam. Vous êtes un communicant, je pense que l'un des meilleurs communicants de notre parti et du mouvement thiamiste en général. Et je souhaiterais aussi terminer, en tout cas, par vous remercier et vous dire félicitations pour tout ce que vous faites comme activité. Et au-delà de ça, je voulais vraiment lancer un appel à la jeunesse du PDCI RDA. Je dis à la jeunesse du PDCI RDA. Nous sommes un pays où 75% des habitants ont moins de 35 ans. C'est une statistique qui est très importante et que nous devons prendre en compte dans tout ce que nous faisons, à la fois dans notre façon de parler, à la fois dans notre façon de mobiliser. Il faudrait que nous fassions en sorte que le PDCI reste attractif. Attractif, parce qu'un parti politique, du moment où il n'est plus attractif, il commence à baisser. C'est ce qui arrive aujourd'hui au RHDP. Nous devons rester attractifs en étant soudés. Les divisions internes, les querelles de poste, pourquoi j'ai été nommé, pourquoi c'est l'autre qui n'a pas été nommé, sont des choses dont nous n'en avons pas besoin. Un parti politique, ce n'est pas la nomination qui fait un bon militant. C'est ce que tu apportes de positif à ton parti, quel que soit le poste que tu as, quel que soit le lieu que tu as. Et c'est important pour moi de le rappeler à l'ensemble des jeunes. Restons engagés, restons mobilisés, n'ayons pas cette division interne-là, n'ayons pas ce leadership facticide-là. Faisons en sorte que nous soyons toujours des militants qui sont engagés pour la réussite de notre parti politique. Et je termine par dire en tout cas à tous ceux qui ont la possibilité d'être présents à ce meeting du samedi 4 octobre. Moi, je n'ai pas la possibilité d'être présent parce que, comme vous le savez, je suis en dehors du pays pour des raisons dont vous savez. Mais si j'avais la possibilité, sincèrement, j'allais m'y rendre. Parce que c'est un meeting qui est très important. Et plus nous sommes nombreux, plus le message qui sera véhiculé sera un message qui soit fort. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Voilà, merci beaucoup, docteur Ousmane, et surtout, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Oh. Alors, comme vous le voyez, cher ami, ainsi donc s'achève cette émission où nous avons donc pu entendre donc la voix d'un jeune cadre du PDCI face aux réalités donc de la politique ivoirienne à la veille donc d'une échéance difficile, elle est dit décisive. Incarcération, justice, contestation, militarisation, les défis sont énormes, mais la force donc d'un peuple et d'un parti se mesure aussi dans sa capacité à résister et à espérer. Au cœur donc de cette épreuve, un message demeure. La démocratie n'est-elle pas une faveur? C'est donc un droit. Et ce droit doit être défendu par tous. Pour que, cher ami, la Côte d'Ivoire avance vers donc un avenir de justice, de paix et de liberté. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous, cher ami, pour notre émission de Big Ba. À très bientôt. Au revoir.